Rencontre gouverneur du district d'Abidjan et ancien ministre d'État français au centre des échanges, la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Baptême de la 67e promotion de l'EMPT, promotion reconstruction pour les meilleurs résultats réalisés. Occasion pour le ministre en charge de la Défense d'annoncer des changements dans la formation et aussi dans la constitution de l'école. Le Sénégal avec l'affaire Hissène Habré, ses avocats demandent l'annulation pure et simple des poursuites contre leurs clients, l'ancien président tchadien accusé de crimes contre l'humanité. Fin hier de la 5e conférence des ministres des Sports de l'Union africaine, réunion marquée par la dissolution du Conseil supérieur des sports d'Afrique. Bienvenue à tous dans votre édition. Sachez pour commencer que la 3e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso s'ouvre ce lundi en présence des présidents ivoiriens et burkinabés Alassane Ouattara et Blaise Compaoré. Mais déjà sur place à Yamoussoukro, les experts ivoiriens et burkinabés ont commencé leurs travaux. Ils ont abordé hier plusieurs questions, notamment celles relatives à l'économie et à la santé. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a officiellement remis hier des fichiers des présouscripteurs aux banquiers et aux promoteurs immobiliers, ceci dans le cadre de la réalisation de l'ambitieux programme présidentiel de logements sociaux. Le point avec Hervé Blé. Dans ces paquets remis par le Premier ministre, 24 banques et établissements financiers disposent de la liste des demandeurs de logements sociaux et économiques domiciliés chez eux. Au nombre de 34, les promoteurs immobiliers disposent chacun des noms de 1431 souscripteurs à qui ils auront à construire des logements. Avec la cérémonie de ce vendredi, débute la phase opérationnelle de production des logements sociaux et économiques. À partir du lundi 5 août prochain, les 57 000 demandeurs de logements se rendront directement chez les promoteurs retenus pour procéder à la finalisation des procédures d'acquisition. Il s'agit notamment du choix définitif des plans des maisons ou appartements, le montage du dossier de crédit bancaire pour les personnes donc, qui vont payer par crédit, ou aussi peut-être les modalités de règlement à tempérament auprès des promoteurs pour ceux dont les dossiers seront jugés, en tout cas, acceptables directement par les promoteurs. À l'occasion, le gouvernement rappelle à son plein engagement pour le succès du programme cher au président de la République. L'objectif fixé est certes de 100 000 logements sur 3 ans. Cependant, face à l'enthousiasme de nos compatriotes désirés d'acquérir un logement et compte tenu aussi du déficit criard et croissant chaque année de logements, et vous savez que ce déficit est estimé entre 40 000 et 50 000 logements, nous demandons toujours de porter cet objectif à au moins 120 000 logements. Le gouvernement tient beaucoup à la pleine réussite de ce programme, du fait de son impact direct et important sur les populations et sur la stabilité familiale et sociale. Il contribuera, entre autres, à la forte relance économique et à la création de milliers d'emplois, notamment pour les jeunes dans notre pays. Les promoteurs immobiliers devront démarrer les travaux à la mi-août et les maisons témoins devraient être visibles en fin septembre, aussi bien à Abidjan que dans les régions prises en compte par le programme du gouvernement. Vous le savez, le portefeuille des mines a été confié à Jean-Claude Brou. Il devient ministre des Mines et de l'Industrie. Le ministre Adama Toungara est dorénavant ministre du Pétrole et de l'Énergie. La passation de charge entre les deux personnalités a eu lieu hier. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle poursuit sa mission aux États-Unis. Moussa Dosso a échangé avec les autorités du département américain du commerce et de la Chambre des représentants des États-Unis. Au menu des échanges, les stratégies de création d'emplois, la protection civile et l'investissement dans la formation professionnelle. En image maintenant, cette rencontre du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, avec l'ancien ministre d'État français, président de Cité Unie en France, au centre des échanges, la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Commentaire, Patricia Oumou. Etienne.
Mobilisation générale au district d'Abidjan pour accueillir le président de Cité Unie France, Michel Delabarre. L'ancien ministre d'État français a apprécié à sa juste valeur cette grande mobilisation. Il a été fait citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Ému, il a remercié le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, et les chefs traditionnels. Parlant des rapports entre la Côte d'Ivoire et la France, Michel Delabarre indique que ces deux pays sont à un moment de leur histoire où ils doivent se rapprocher à travers leur collectivité territoriale. Le président de Cité Unie France a souhaité la création d'un partenariat spécifique aux collectivités territoriales. Proposition saluée par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Il estime que les rapports entre ces deux pays est une chance pour la Côte d'Ivoire car l'union des collectivités décentralisées est désormais une réalité. La 67e promotion de l'UMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, a fait sa sortie officielle hier. La promotion est baptisée Promotion Reconstruction pour les meilleurs résultats réalisés. Témoin de cet événement, Mamadou Kwasi. 86 admis sur 86 candidats, soit un taux de réussite de 100% au bac session 2013, toutes séries confondues. C'est le résultat de la 67e promotion des enfants de troupe de l'école militaire préparatoire technique UMPT de Bingerville. Une première dans l'histoire de cet établissement d'élite. Baptisé Promotion Reconstruction, les 86 nouveaux bacheliers, dont 3 Guinéens, un Gabonais et un Sénégalais, prennent l'engagement de toujours bien travailler pour contribuer à l'émergence du continent africain. Mon secret, la discipline d'abord, la rigueur dans le travail. La leçon, étudier ses leçons, faire beaucoup d'exercices et écouter les professeurs. Tout d'abord, du côté religieux, j'étais beaucoup attaché à la prière. Et vraiment, j'avais des heures d'études que je respectais à la lettre. Et bon, je me suis fixé des objectifs que je devais atteindre absolument. Le parrain, Ibrahim Ouattara, exhorte les parents d'élèves à être des relais de l'école afin de parfaire l'éducation des enfants. À ces filleuls de la 67e promotion, le ministre en charge des affaires présidentielles demande la rigueur et la discipline dans le travail. Il faut du travail, il faut mériter des parents. C'est autant de qualités qui vous sont demandées ici, beaucoup plus qu'ailleurs. Cela veut dire que vous avez une responsabilité assez importante dans la conduite de votre vie de tous les jours, parce que les actes que vous posez aujourd'hui, ce sont ces actes qui vont sûrement couronner votre vie de demain. Tous les meilleurs élèves de cet établissement ont été primés. Des dons offerts par le président de la République et par les anciens enfants de troupe de l'EMPT. Et dans la mise en œuvre de la réforme de l'armée ivoirienne, l'école de formation technique militaire va subir des changements dans la formation et aussi dans la constitution de l'école. Le ministre en charge de la Défense a saisi l'occasion du baptême de promotion pour annoncer ces dispositions. On reste encore avec Mamadou Kwasi. Ouvrir l'école militaire préparatoire technique EMPT aux jeunes filles est désormais une réalité. Dès la rentrée prochaine des classes, elles seront 20 filles à intégrer l'EMPT sur les 822 postulantes. Le gouvernement confirme ainsi sa détermination à réformer l'armée ivoirienne pour en faire une armée républicaine, moderne et modèle. Il s'agit de maintenir l'excellence de l'école et d'inscrire la promotion du genre à la rentrée prochaine. Il est envisagé l'inscription des classes préparatoires, à savoir les classes de mathématiques supérieures et mathématiques spéciales, permettant ainsi aux parents qui désirent inscrire leurs enfants dans une carrière militaire de longue durée d'avoir cette possibilité ici en Côte d'Ivoire. De plus, cela permettra d'éviter et de faire des économies sur des écoles à l'extérieur du pays qui coûtent cher pour ceux-ci. Et ainsi, sur place en Côte d'Ivoire, on verra émerger une élite militaire nécessaire à prendre en charge les destinées de notre armée. Les responsables de l'école saluent ces réformes. Ils soutiennent que toutes les dispositions ont été prises pour l'application de ces politiques. Elles seront mises dans les mêmes conditions que les garçons. Et elles iront au cours de la même façon que les garçons. Elles seront habillées de la même façon que les garçons. En dehors de leur logement, il n'y aura pas de différence. Et nous sommes en train de faire ces logements. Nous pensons que tout sera réuni d'ici la rentrée. Ouverte en 1939, l'EMPT a formé plusieurs milliers d'officiers et de cadres des pays de la sous-région et des pays de l'Afrique centrale. Au nom de ceux-ci, figure le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, actuel chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire.
fait le général Robert Gueye et fait Lansana Conté, ancien président de la République de Guinée. Dans le domaine de l'éducation nationale, la barre d'admission en classe de 6e, vous le savez, est fixée à 85 points. Pour donner plus de détails sur cette décision gouvernementale, le directeur des orientations et des bourses était face à la presse hier. Selon lui, l'État a pris cette décision pour donner la chance à la majorité d'élèves de poursuivre leurs études. Le point avec Evelyne Debazegua. Parmi les 67,03% d'élèves ayant obtenu le CEPE, ceux qui ont moins 85 points, soit 10 de moyenne, pourront aller en classe de 6e. Le gouvernement ivoirien a pris cette décision pour donner la chance à la majorité des élèves titulaires du CEPE de poursuivre leurs études dans le premier cycle du secondaire, a indiqué le directeur des orientations et des bourses, Awokwe Jérôme, qui était face à la presse. Des mesures ont été prises par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous les élèves et mettre fin aux effectifs pléthoriques dans les classes, a-t-il ajouté. Cette année, il y a au moins 14 établissements nouveaux qui ouvrent. Et certainement que l'année dernière, en cours d'année, il y a eu des établissements qui ont ouvert. Et d'ici là, le gouvernement a entrepris la construction annuelle de 50 établissements. Les résultats des affectations en classe de 6e seront connus le 16 août, soit un mois avant la rentrée scolaire 2013-2014, fixée au 16 septembre. La direction des orientations et des bourses demande l'implication des parents d'élèves dans le choix des établissements, tout en précisant que pour les établissements d'excellence, notamment le collège Sainte-Marie de Cocody, le minimum c'est 12 de moyenne en classe, 12 de moyenne à l'examen et 12 de moyenne dans les matières spécifiques. La direction des orientations et des bourses a aussi annoncé que dans une semaine, la barre d'admission en classe de seconde sera connue. Rappelons que les mendiants et les marchands ambulants ont jusqu'au lundi 5 août prochain pour libérer tous les carrefours et abords des rues du district d'Abidjan. C'est la mesure prise par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est une première en Côte d'Ivoire. 4 journalistes ont été récemment élus maires de Toulepleu, Jacquesville, Taféré et Cagnasso. Ces nouveaux maires ont été célébrés par l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le point avec Francis Boifo. Ils sont journalistes. Ils ont osé. Leurs confrères les ont accompagnés et les populations ont adhéré à leur vision, faisant d'eux des élus locaux. Eux, ce sont Denis Cazion, Joachim Begré, Chantal Fani et Charles Sanga, respectivement maires de Toulepleu, Jacquesville, Cagnasso et Tafiri. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire les a célébrés ce jeudi. C'est les journalistes qui nous ont portés tout au long de la campagne et on ne peut être qu'heureux, surtout qui sont toujours présents. C'est un signal que les populations envoient à nous-mêmes, mais surtout à toute la coopération des journalistes, qui, je l'ai dit, est une coopération très noble et nous devons pouvoir mériter de la confiance qui a été placée en nous. Ces nouveaux maires sont conscients des défis à relever. Les journalistes nous ont appelés, ils nous ont célébrés, nous ont remis des cadeaux, mais ils nous ont donné aussi des conseils pour dire que tout acte que nous allons poser les engage. Et ça, nous convenons. Nous disons aussi que nous ferons l'effort vraiment de tout faire pour que tout ce que nous allons faire soit parfait. Mais est-il possible de concilier le métier de journaliste et celui d'acteur de développement local? Je garde toujours la plume et donc c'est un métier qu'on ne cesse jamais d'exercer. Ne dit-on pas que le journalisme mène à tout? En tout cas, Denis Cazion, Joachim Begré, Chantal Fani et Charles Sanga l'ont si bien démontré. La fondation Soundele Kona, aux côtés du gouvernement ivoirien pour la sauvegarde de la forêt. Cette fondation a investi Yves Zogbo Junior, homme de médias, pour véhiculer partout des messages de protection de la forêt ivoirienne. Chantal Akandan. Yves Zogbo Junior, désormais porte-flambeau de la protection de la forêt ivoirienne. Il doit, sur le terrain, véhiculer le message de protection et de préservation de la forêt. Je suis un ambitieux. J'aime atteindre mes objectifs et je crois pouvoir dire qu'avec toute cette jeunesse, nous allons redonner à notre pays tout ce qu'il a perdu en matière de forêt. Le choix de Yves Zogbo n'a pas été fortuit. Il est homme des médias, connu sur le plan national et international. Raison pour laquelle la Fondation Soundele Kona l'a désigné pour aller sur le terrain et sensibiliser les populations sur la déforestation qui menace le tissu forestier ivoirien. Cette importante mission devrait aider à véhiculer le message de détermination du chef de l'État
du ministère des Eaux et Forêts, de la Fondation pour la réhabilitation et la préservation des forêts ivoiriennes, dont les qualités influent inéluctablement sur celle de la vie des populations, en termes de santé, de prospérité sociale et la lutte contre le changement climatique. En Côte d'Ivoire, sur 15 millions d'hectares de forêt dans les années 60, le pays est passé aujourd'hui à près de 3 millions d'hectares. Une situation préoccupante pour le gouvernement ivoirien. Qu'on essaie de planter des arbres, ne serait-ce que pour que d'ici 2020, atteindre la norme internationale qui est de 20% du territoire national en termes de couverture forestière. Le ministère des Eaux et Forêts a donc décidé de soutenir toutes les actions de cette fondation en faveur de la reconstitution et de la réhabilitation du couvert forestier de notre pays. Atelier de formation sur la production technique du maïs, c'est à Korogo. Cet atelier a permis aux étudiants en fin de cycle et aux encadreurs de l'UCOVISA de développer des aptitudes pour mieux produire dans le but d'améliorer la qualité du maïs et les conditions de vie des producteurs. Kwadjo Kwame. Les journaliers de Africa Rice, le centre du riz pour l'Afrique basé à Mbé, dans la région de Gbeke, ont été fêtés par leurs responsables. Durant la crise, ils ont contribué à préserver les installations du centre de recherche sur le riz en Afrique, le seul sur le continent. Le représentant régional de Africa Rice, Dr Amadou Mustafa Bey, a traduit la reconnaissance de l'institution à ses travailleurs. Si vous voyez que ce beau site existe encore, c'est parce qu'il a été préservé par les populations qui n'ont pas vandalisé. Et ça, quand même, ça mérite qu'on les remercie. Africa Rice produit depuis sa reprise en 2005 200 à 300 tonnes de semences de qualité supérieure destinées à la culture du riz dans ses 24 pays membres. Avec le retour de la paix et de la stabilité, la normalisation de toutes les activités est en vue. Le 3 septembre, il y aura le conseil d'administration qui se tiendra à Abidjan, le conseil des ministres, 2 semaines plus tard, qui va entériner la décision. Nous pourrons officiellement dire que nous pouvons revenir. Mais en attendant, nous sommes en train de renforcer le personnel ici. La reprise totale des activités de Africa Rice en Côte d'Ivoire permettra au secteur du riz de connaître une évolution. La Côte d'Ivoire, il faut le savoir, dépense chaque année un peu plus de 300 milliards de francs CFA dans l'importation du riz. Et c'était plutôt une rencontre sur le projet riz avec Charles Tatou de RTI Boaké. La ville de Boguédia, à 15 km au nord d'ici, vient d'abriter une double cérémonie, la pose de la première pierre du tribunal coutumier du canton Balo et l'installation officielle du chef du dit canton. Commentaire, Teresta Péoboué. Yagba Dogbo est le nouveau chef du canton Balo dans la sous-préfecture de Boguédia. Il est inspecteur au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales. Il succède à Seribidi, décédé il y a 10 mois. En accédant au trône, il promet de pérenniser et incarner les valeurs traditionnelles dans un monde à la recherche de ses repères. Il a reçu des conseils des autres chefs centraux. Ils lui ont demandé justice, impartialité et sagesse dans l'accomplissement de sa mission au quotidien. Quant au préfet Efoli Benjamin, il est revenu sur le manque de formation qui constitue un handicap pour beaucoup de chefs de village. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Djedjemadi, a rehaussé la cérémonie de sa présence. Une délégation du programme national de cohésion sociale a procédé en marge de cette manifestation à la pose de la première pierre du tribunal coutumier du dit canton. Le chef de la délégation, Kwame Nguessan, a souligné que la justice traditionnelle est une justice de consensus qui permet de minimiser les frustrations, les rancœurs et les tensions sociales. La création d'un tribunal coutumier composé de responsables de toutes les couches sociales et ethniques du canton est donc une véritable révolution dans le mode de gestion des conflits. La ville d'Abidjan abritera les 21, 22 et 23 novembre prochains la 3e édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Les détails avec Serge Gongomé et Patricia Omouetia. Abidjan est la capitale choisie pour abriter
la 3e édition du forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. Une initiative de l'institution intergouvernementale plus connue sous le nom de EAA, Eau et assainissement pour l'Afrique. Pour cette structure, la rencontre d'Abidjan permettra de relever des défis majeurs, entre autres le renforcement du partenariat Sud-Sud sur les problématiques de l'eau et de l'assainissement et une nouvelle orientation de l'exploitation des matières encombrantes ou indésirables pour assurer un assainissement durable. Lorsque nous avons les produits de l'assainissement, notamment les bouts de vidange, nous avons aujourd'hui des technologies affirmées qui peuvent nous permettre de produire de l'électricité à partir des bouts de vidange. Donc aujourd'hui, l'assainissement ne sera plus traité comme étant des déchets à écarter ou à mettre de côté, mais ce seraient des matières premières qui pourront nous aider en tout cas à faire face à d'autres problèmes que nous connaissons en Afrique, notamment la crise énergétique. Engagé déjà dans l'amélioration de la qualité de l'eau potable et de sa vulgarisation dans les zones rurales, ainsi que l'assainissement du cadre de vie, la Côte d'Ivoire se dit prête à abriter ce forum. Les défis à relever sur le continent en ce qui concerne l'eau et l'assainissement s'élèvent à 645 milliards en termes d'investissement. La priorité dans l'ensemble de ce programme est accordée aux zones rurales. La question de l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe était au centre d'un atelier. Après plusieurs jours de travaux à Grand-Bassam, les scientifiques proposent des solutions dans cet élément de Francis Boifo. Des réflexions des experts hollandais et scientifiques ivoiriens, il a été adopté une solution pour l'ouverture de l'embouchure du fleuve Komwe de Grand-Bassam. L'expert consultant de la Hollande nous a proposé 3 options. D'abord, une ouverture de base, comme on le faisait d'habitude. Une autre ouverture avec 2 épis de protection. Et une 3e ouverture avec un brise-lame et un piège à sable. Les experts ivoiriens, les scientifiques, ont préféré prendre l'option 2, qui est l'ouverture avec 2 épis de protection. Pour qu'aujourd'hui, si on ouvre, on aura peut-être à attendre 2 ou 3 ans avant de commencer le dragage. Alors que la première option, chaque année, il faut faire le dragage. Et la 3e option, qui jusque-là est expérimentale, ne peut pas être appliquée. Mais il faudra encore attendre 2015 pour voir les travaux démarrer. L'étude de faisabilité étant prévue s'achever en 2014. Il s'agira pour les experts de mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques, d'élaborer le budget et d'établir le calendrier d'exécution des travaux. Si l'embouchure est fermée, alors les salades d'eau viennent sur Abidjan. À la prochaine ouverture, les salades d'eau iront en mer et vont mourir en mer. Donc on n'aura plus tous ces désagréments à Abidjan. Abidjan sera propre et on aura l'appel des lagunes. Autre avantage, c'est qu'on n'aura pas d'inondation, par exemple du quartier Air France à Bassam. L'idée d'ouvrir l'embouchure du fleuve Komwe de Grand-Bassam par le gouvernement est née en 2011 à la suite des rats de marée qui ont fait plusieurs dégâts matériels à Port-Boué dans le district d'Abidjan. Et puis hors de nos frontières, la campagne électorale au Mali a pris fin vendredi à minuit. Cette campagne s'est déroulée sans incident, même si rares sont les candidats qui ont pu se rendre dans le nord du pays. L'élection présidentielle, c'est pour demain dimanche 28 juillet. 27 candidats sont en lice. Quelques 7 millions de Maliens voteront donc demain pour la présidentielle. Mais au Togo, les populations ont déjà voté. Les populations attendent les résultats des élections législatives. La CENI a commencé à faire connaître les premières tendances de ces élections qui ont eu lieu le 25 juillet dernier. Il ressort, selon les chiffres, que le parti présidentiel UNIR, créé en avril 2012, qui participe à son premier scrutin au Togo, prend légèrement le pas sur le collectif Sauvons le Togo. Les premières tendances portent sur 3703 bureaux de vote. En Tunisie, plusieurs milliers de personnes ont assisté samedi aux funérailles de Mohamed Brahmi. Le député de l'opposition de gauche a été assassiné la veille par balle devant son domicile près de Tunis. Regardez. Liaison aérienne annulée, la Tunisie était paralysée ce vendredi autant par la grève générale décrétée par l'UGTT que par l'état de choc au lendemain de l'assassinat de Mohamed Brahmi, le jour même du 56e anniversaire de la proclamation de la République. Deuxième opposant de la gauche laïque assassiné en 6 mois, Mohamed Brahmi, âgé de 58 ans, a eu le corps criblé de 14 balles,
par un commando de 2 personnes à moto qui ont aussitôt pris la fuite. Un avait une casquette rouge. L'autre avait une casquette beige. J'ai eu le temps de les voir quand ils ont tourné au bout de la rue. Farouchement opposé aux islamistes, il venait de quitter le parti nationaliste Al-Shab, infiltré selon lui par ces derniers, pour rejoindre le Front populaire auquel appartenait Chokri Belaïd, abattu lui aussi en février. Nous allons compter sur le mouvement populaire, la mobilisation populaire, en vue de pousser ce gouvernement à démissionner. Aussitôt la nouvelle répandue, des mouvements de colère se sont formés devant l'hôpital vers lequel il a été dirigé et dans les rues de Tunis pour dénoncer la main de Rached Ghannouchi, des frères musulmans, et réclamer là aussi la chute du gouvernement. C'est le deuxième assassinat en Tunisie en 6 mois. Si nous avons une personne tuée tous les 6 mois, la situation va devenir pire qu'un scénario à l'iranienne. Même soulèvement à Sidi Bouzid, berceau de la révolte tunisienne dont il était originaire et député. Selon l'agence France Presse, les manifestants y ont envahi le siège du gouvernorat et incendié quelques bureaux. Pour calmer la fureur d'une population résolue à faire obstacle à la poussée d'Al-Nahda, le ministre de l'Intérieur a révélé les premiers résultats de l'enquête. Mohamed Brahmi a été tué par un salafiste extrémiste avec la même arme qui a servi à tuer Chokri Belaïd. Informations brèves sur le continent. Commençons par le Sénégal avec l'affaire Hissène Habré. L'ex-président tchadien est accusé de crimes contre l'humanité. Ses avocats demandent l'annulation pure et simple des poursuites contre leurs clients. Regardez. Les avocats d'Hissène Habré contre-attaquent. Ils ont annoncé avoir déposé un recours devant la Cour suprême pour annuler l'ensemble de la procédure contre leurs clients. Ils estiment en effet que la désignation par l'Union africaine des magistrats chargés de le juger est contraire à la constitution sénégalaise. Début juillet, l'ancien dictateur tchadien avait été placé en détention par des magistrats des chambres africaines extraordinaires, un tribunal spécialement mis en place pour le juger. Il est inculpé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Le contre-amiral Boubo Nachuto a comparu jeudi à New York devant un tribunal fédéral avec 2 de ses complices. Il est inculpé pour conspiration et importation de cocaïne aux États-Unis. Ce chef de la marine bissau-guinéenne et ancien héros de la guerre d'indépendance avait été enlevé par l'agence antidrogue américaine sur un yacht où il avait été attiré pour conclure un accord avec des narcotrafiquants. La Guinée-Bissau a dénoncé cette opération, affirmant qu'elle s'est déroulée dans ses eaux territoriales. Le président sénégalais a entamé jeudi une visite officielle de 3 jours au Maroc, la première dans ce pays depuis son élection en mars 2012. Macky Sall a été reçu par le roi Mohamed VI, qui s'était lui-même rendu au Sénégal il y a 4 mois. Les relations entre les 2 pays sont très étroites, le Sénégal soutenant traditionnellement le Maroc sur le plan diplomatique, notamment sur la question du Sahara occidental. L'actualité sportive en images, la 5e conférence des ministres des Sports de l'Union africaine s'est achevée hier à l'Hôtel Ivoire. Cette réunion d'Abidjan a été marquée par d'importantes décisions, notamment la dissolution du Conseil supérieur des sports d'Afrique. Et puis sport football, la Côte d'Ivoire affronte le Nigeria cet après-midi au stade Champrou de Makori dans le cadre des éliminatoires CHAN, le championnat d'Afrique des Nations 2014. À l'aller à Kaduna, les éléphants locaux avaient perdu par 4-1, le point avec Anja Soukro. Les éléphants locaux doivent remonter 3 buts pour espérer poursuivre leur marche vers le CHAN 2014 en Afrique du Sud. Les joueurs et leurs sélectionneurs, conscients de la tâche, se sont attelés à définir des stratégies pour vaincre le Nigeria. Je mets l'accent sur l'aspect technique, tactique, physique et puis psychologique. Et ça va, la réponse des joueurs elle est bonne, ils sont réceptifs, ils sont conscients de la tâche qui nous attend. Nous avons produit du jeu, même eu les meilleures occasions que le Nigeria. Mais il faut dire que nous sommes optimistes et c'est une tâche aussi difficile mais pas impossible. Fort de leur avance considérable de la manche aller, 4-1 à Kaduna, les Nigérians sont arrivés à Abidjan déterminés. Et ils comptent dans leur rang 7 joueurs qui ont participé à la dernière Coupe des Confédérations au Brésil.
Mais pour les éléphants, il n'y a pas vraiment de complexe à avoir, ni de calcul à faire. Il faut se battre et surtout y croire jusqu'au coup de sifflet final. Ce match retour des éliminatoires du CHAN 2014 se dispute ce samedi 27 juillet 2013 au stade Robert Champroux de Marcory. Et le public ivoirien aura également un grand rôle à jouer. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.